des entreprises du privé et du parapublic. L'État, quant à lui, reste solvable au bénéfice des pensionnaires du Fonds national de retraite. Le FNR verse 6 milliards mensuellement aux fonctionnaires retraités. Ce 29 avril est célébrée la Journée mondiale de la danse, occasion pour la rédaction de s'intéresser à la danse sénégalaise qui peine à s'imposer à l'étranger. Les acteurs accusent le manque de formation et de créativité. On fait le point dans cette édition. Comme tous les vendredis, la rubrique métier est bien au rendez-vous. Ce soir, elle nous invite à découvrir le quotidien des vendeurs de pièces détachées au crédit foncier. Ces revendeurs qui ont pour la plupart 40 ans d'expérience voient aujourd'hui leur business confronté aux lourdeurs des taxes et procédures douanières. Bienvenue dans ce journal, mesdames et messieurs. Tout d'abord, intéressons-nous à cette audience du chef de l'État au ministre des Affaires étrangères de la République islamique de Mauritanie, qui a donc Ahmed Abdel Aziz est porteur d'un message du président Mohamed Ould Abdelaziz au président Macky Sall. Le contenu a trait aux relations séculaires entre les deux pays. Issoukul Ahmed Aziz est au micro de Oumar Nying. Merci. J'ai eu l'insigne honneur d'être reçu par son Excellence le président Macky Sall, le président du Sénégal, le frère, et j'ai eu la chance de lui transmettre un message de son frère et ami, son Excellence le président Mohamed Ould Abdelaziz. Ce message a trait aux excellentes relations qui unissent le Sénégal et la Mauritanie et qui ont leurs racines dans l'histoire, dans la géographie, dans la sociologie, dans aussi les intérêts communs. Vous savez qu'actuellement, dans la sous-région, l'expérience de l'OMVS est une expérience unique parce que c'est un exemple de collaboration et de coopération réussie entre des pays du Sud autour de l'économie, autour de l'eau, autour de l'agriculture, autour de l'électricité. Et donc nous avons énormément de points qui nous unissent au Sénégal, frère, et c'est dans ce cadre-là que je suis venu porter ce message à son Excellence le président Macky Sall. L'ambassadeur de la République de Corée a fait ses adieux au chef de l'État. Après 4 ans passés au Sénégal, le diplomate se dit satisfait de la coopération entre son pays et le Sénégal. Il a été élevé au grade de commandeur dans l'Ordre national du Lion, une distinction qu'il reçoit avec beaucoup de fierté. Le voici au micro de Oumar Nying. Les appui pour servir ici. Concernant la relation entre deux pays, coopération, je peux dire 2 mots. Le Sénégal et la Corée est un partenaire stratégique. C'est très très bon. C'était possible avec l'appui du peuple sénégalais et l'appui du gouvernement du pays. Je suis très content et aussi je pense que cette relation va renforcer avec le temps et avec les efforts de tout peuple. Je suis très fier de servir ici et j'ai essayé de faire quelque chose de petit pour renforcer les relations entre deux pays avec les appuis du peuple sénégalais. Nous vous faisons commandeur dans l'Ordre national du Lion. Merci beaucoup, je vous remercie. C'est difficile de trouver les mots pour décrire Signé le 10 juillet 2014 à Abuja par les chefs d'État de l'Ouest de l'Afrique de l'Ouest, dont le président Macky Sall, l'accord de partenariat économique APE, Union européenne, Afrique de l'Ouest, n'est cependant pas encore ratifié par le Parlement sénégalais. C'est dans le but de permettre aux députés de s'en imprégner avant l'étape de vote à l'Assemblée nationale que la direction du commerce extérieur a organisé un séminaire d'explication et d'information à l'intention de la représentation parlementaire sur le contenu des APE, compte rendu à la Santillo.
C'est la seconde fois sur initiative de la direction du commerce intérieur qu'un séminaire d'information et de sensibilisation sur le contenu de l'APE, l'accord de partenariat économique Afrique de l'Ouest Union européenne, est organisé à l'intention de la représentation parlementaire. En s'engageant le 10 juillet 2014 à Abuja dans ce processus économique partenarial, au terme d'âpres et longues négociations avec l'Union européenne depuis l'an 2002, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, parmi lesquels le président Macky Sall, ont également mis en avant son caractère participatif, étape qui précède la ratification par les parlements. C'est tout le sens qu'il convient de donner à cette rencontre. Il y a eu donc un premier atelier réunissant au moins une quarantaine de députés. Aujourd'hui, nous sommes presque une cinquantaine, donc c'est une excellente chose. Comme vous le savez, l'Assemblée nationale a un rôle important. Donc non seulement elle est chargée de légiférer, donc de faire voter des lois, mais elle doit ratifier tous les accords qui sont conclus entre le Sénégal et d'autres partenaires ou d'autres États. Donc ces accords sont tellement importants qu'il faut nécessairement que les députés justement s'imprègnent du contenu. En répondant massivement présents à cet atelier d'information sur les APE, les parlementaires mandataires du peuple sénégalais en attendent du gouvernement des explications rassurantes. En réponse, le ministre en charge du commerce s'est livré à un exercice d'explication argumentée. L'interdiction des subventions des produits européens faites par l'OMC, le PAPED, le programme APE pour le développement, les produits de la 5e bande exclus des clauses de la libéralisation APE. Vous avez une 5e bande, c'est un ensemble de produits donc agricoles sensibles. C'est par exemple la volaille, c'est par exemple certains céréales, comme tout ce qui est produit comme le maïs, tous ces produits-là, qui sont aujourd'hui produits dans nos pays et naturellement qui sont exclus de l'Union européenne. C'est également les mils, parce que j'ai dit tout à l'heure, ils ne font pas partie justement des produits à libéraliser. Donc cela veut dire concrètement que quand vous allez prendre le producteur d'oignons de la vallée, mais l'oignon fait partie de la 5e bande tarifaire. Elle est taxée aujourd'hui à 35%. Donc ces produits sont également exclus de cette... Alors donc cela veut dire simplement que nous pouvons vraiment mettre à la disposition de nos députés l'ensemble de cette liste pour que, en toute connaissance de cause, ils puissent arbitrer et voir également que notre économie n'est pas menacée par ces accords. Pour rappel, l'accord économique de partenariat avec les 28 pays de l'Union européenne ne peut entrer en vigueur qu'après ratification par les parlements d'au moins 2 tiers des pays membres de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et puis le Sénégal abrite la 4e session des IFRI. Il s'agit de tables rondes qui portent sur les défis des pays émergents. La rencontre de Dakar porte sur la géopolitique. Le compte-rendu de Yvette Sen et de Fantabachi. Experts et chercheurs sont à Dakar pour discuter des ambitions géopolitiques de 6 pays émergents et de ceux qui sont sur la voie. Sénégal, Malaisie, Kenya, Argentine, Égypte et Angola. Il s'agira pour le groupe OCP-IFRI qui dirige le panel de partir des expériences de certains, de la réussite des uns et des échecs des autres pour en tirer les leçons appropriées. Le Sénégal, qui est un pays très ouvert sur l'extérieur, la bonne compréhension de l'environnement international, de ce que font les autres pays, est essentielle. Vous ne pouvez pas penser votre émergence sans bien comprendre et bien penser votre environnement extérieur, bien sûr régional, continental, mais aussi global. Le Sénégal, qui est sur la voie de l'émergence, pourrait bien profiter du partenariat OCP-IFRI, 2 structures spécialisées dans les questions internationales et de gouvernance. Ce séminaire arrive vraiment au bon moment parce qu'il permet de mesurer est-ce que nous avons pris en compte toutes les dimensions, de voir également les atouts dont dispose le Sénégal, mais également les contraintes qui peuvent se poser dans la marche vers l'émergence. Le groupe compte aussi travailler sur le concept de think tank, aujourd'hui assez développé au Sénégal. Nous développons des travaux sur l'Afrique subsaharienne depuis de nombreuses années à l'IFRI et nous souhaitons aussi apporter une forme de savoir-faire ou d'éléments d'expérience dans le métier de think tank pour des initiatives qui sont en train de naître et de les accompagner. À l'issue de cette rencontre, les économistes sénégalais vont fortement accroître leur base de connaissances sur la problématique de l'émergence à travers son volet économique et géopolitique. Faire de Kaolack un hub pour l'émergence des échanges économiques dans l'UEMOA, c'est en tout cas le vœu des initiateurs de la FICA. La foire internationale de Kaolack a été lancée hier et attend plus de 50 000 visiteurs. L'ouverture de cette première édition a été présidée par le ministre du Commerce, nous dit Claire Diop.
Cérémonie officielle de la première édition de la FICA, Foire internationale de Kaolack à la place Cœur de Ville. Le cadre offre des opportunités commerciales et d'échanges entre commerçants locaux du Sénégal et d'ailleurs. La foire permettra à coup sûr de mieux promouvoir les produits et services de la région tout en favorisant le partenariat public-privé. L'initiative est de la Chambre de commerce de Kaolack. Son dynamisme est salué. La structure s'efforce à développer l'économie de la région. Pour preuve, il y a moins de 2 semaines, la Chambre consulaire recevait une forte délégation d'opérateurs économiques chinois pour l'identification d'opportunités d'investissement et d'exportation vers la Chine. Les résultats issus de cette mission présagent, Monsieur le Président, des partenariats fort utiles pour nos deux pays et particulièrement pour la région de Kaolack. Pour le comité d'organisation de la FICA, l'enjeu est plus que régional, il est sous-régional. Kaolack, de par sa position carrefour, offre beaucoup d'opportunités. Notre ambition est d'une part de faire jouer au secteur privé son rôle central de catalyseur du développement local dans la dynamique et les opportunités offertes par l'acte 3 de la centralisation. D'autre part, convaincre nos décideurs que la construction et la préservation des espaces régionaux devraient se faire par et avec le secteur privé. Le parrain aussi de saluer la démarche. L'homme s'est défini comme un pur produit de la région. Il a aussi travaillé à la Chambre de commerce de Kaolack. Au-delà de son aspect commercial, le caractère intégrateur et le format organisationnel de la Foire internationale de Kaolack méritent d'être modélisés dans le processus de construction du pôle territoire Sine Saloum. Le thème de la foire est Kaolack, un hub pour l'émergence des échanges économiques dans l'espace UEMOA. La commission de l'UEMOA suit avec grand intérêt les efforts déployés par la République du Sénégal dans sa quête quotidienne de l'émergence. Elle salue la reconnaissance faite au secteur privé pour son rôle dans l'accélération de la croissance et du développement socio-économique. La République sœur du Mali est l'invité d'honneur de l'AFICA. L'acte n'est pas fortuit, il témoigne de la vitalité des relations séculaires entre les deux pays. Le Mali reste le principal client du Sénégal avec plus de 40% de taux d'exportation. Le premier forum sur l'emploi rural a été ouvert ce jeudi à Ziguinchor, une initiative de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes ANPEJ. L'objectif est de permettre aux jeunes de la région d'avoir des informations qu'il faut pour la création d'entreprises, mais aussi inciter les jeunes à se tourner vers les métiers comme l'agriculture et l'aquaculture. Kaltoum Gueye. La présence massive des jeunes témoigne de l'importance de cette rencontre. L'emploi des jeunes en milieu rural. L'organisation de ce forum sur la question est le premier du genre au niveau national et les objectifs sont multiples. Il vise ce roadshow à apporter des éclairages sur les principales orientations du programme API, à encourager le partage d'expériences entre les jeunes entrepreneurs agricoles, mais aussi à faciliter le matching entre l'offre proposée par les différentes structures publiques, techniques et financières et la demande de services d'accompagnement des jeunes. Et sur cette population jeune, 52,2% est constituée de jeunes ruraux. Et on se pose des questions. Pourquoi autant de jeunes qui sont gagnés par le chômage et le sous-emploi, alors qu'en milieu rural, nous avons d'énormes potentialités qui peuvent être développées. C'est la raison pour laquelle donc, nous avons pensé présenter aux jeunes les possibilités d'insertion dans le monde rural, voir également comment les accompagner à travers les différentes initiatives que nous sommes en train de mettre en place. Différentes structures qui accompagnent les jeunes porteurs de projets sont présentes. Une visite de stand a permis de mesurer les potentialités de la région, potentialités qui, exploitées, pourront créer beaucoup d'emplois, surtout dans le domaine agricole. Nous savons qu'à travers l'agriculture, qu'à travers la pêche, qu'à travers le tourisme, qu'à travers la foresterie, nous avons les possibilités de jouer une belle partition quant à l'émergence sollicitée, souhaitée et voulue par les autorités étatiques. L'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes ANPEJ veut ainsi donner toutes les informations nécessaires aux jeunes pour avoir un emploi décent. Mais pour plus de résultats, les collectivités locales sont impliquées. Assurer un emploi décent à chaque jeune là où il se trouve,
c'est parvenir de façon évidente à venir à bout de l'exode rural, de l'immigration clandestine, de la précarité et de la pauvreté des ménages et surtout de l'insécurité qui constitue aujourd'hui une menace grandissante. C'est l'occasion pour moi de rappeler toute l'importance d'impliquer les collectivités locales dans les stratégies de création de richesses et d'emplois. Ce forum de 2 jours est également une occasion pour l'ANPEJ de partager avec les acteurs sur le projet de la promotion de l'emploi des jeunes en milieu rural. À terme, ce document va apporter des réponses concrètes pour régler définitivement la problématique du sous-emploi et du chômage des jeunes. Revue annuelle conjointe du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Autour des partenaires techniques et financiers, les acteurs de la santé ont fait un large tour d'horizon des préoccupations du secteur. Les partenaires ont exprimé leur satisfaction globale et fait des recommandations pour plus de performances. C'est le cas notamment pour la CMU et les maladies chroniques. Le ministre a annoncé un plan pour une meilleure protection de la mère, du nouveau-né et de l'enfant. Nous dit Oumar Diaw. Ces rencontres sont comme des rendez-vous médicaux à ne manquer sous aucun prétexte. Des occasions pour examiner les résultats obtenus, les points forts à améliorer et pour tracer des perspectives à court terme. Ce sont aussi des instants d'échange avec les partenaires techniques et financiers. Les partenaires magnifient les performances réalisées dans les domaines de l'amélioration de la santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant, de la sécurité sanitaire, de l'accès équitable à des soins de qualité et de la gouvernance sanitaire. Des avancées significatives sont également notées dans l'amélioration de la protection des enfants par la vaccination, avec l'introduction récemment du vaccin contre l'hépatite B à la naissance, exclusivement financé par les ressources nationales. Cette énumération des progrès pourrait laisser penser que tout va comme dans le meilleur des mondes. Pourtant, il y a encore des efforts à faire dans la lutte contre les maladies non transmissibles et dans la protection de la mère et du nouveau-né notamment. Nous sommes en train de faire même un plan qu'on appelle un plan Marshall pour la mère, pour le nouveau-né, pour l'enfant et l'adolescent. Pour les maladies non transmissibles, nous avons fait quelques efforts, mais ils sont encore insuffisants. Que ce soit les maladies cardiovasculaires, que ce soit le diabète, que ce soit les cancers. C'est un gros dossier sur lequel aussi nous allons discuter et pour lequel nous allons prendre des mesures complémentaires. Les partenaires invitent à parfaire le système d'information sanitaire, à signer le décret d'organisation du ministère et celui relatif au comité de développement sanitaire. Ils appellent aussi la définition d'un cadre juridique pour la CMU, une initiative qui focalisera d'ailleurs l'attention. La couverture maladie universelle, on va faire le bilan, on va discuter de ce qui est fait, que ce soit l'accès aux mutuelles de santé, que ce soit les gratuités, les césariennes. Donc nous allons passer en revue tout ce qui se fait au niveau de ce programme et nous allons voir là où il y a des difficultés. Pour ce qui est de l'action sociale, le ministère espère atteindre en 2017 l'objectif des 50 000 bénéficiaires de la carte d'égalité des chances. Après le recrutement de 1000 agents l'année dernière, les autorités sanitaires espèrent un autre quota substantiel cette année pour renforcer les ressources humaines. La consultation sous-régionale sur les MGF, mutilations génitales féminines, a été clôturée avec des recommandations fortes qui visent le renforcement des stratégies pratiques dans plusieurs domaines, notamment juridiques et législatifs. La résolution 6950 de l'Assemblée générale des Nations unies a été aussi débattue par les participants qui vise à mettre fin au MGF. Compte rendu à Bassau. La consultation ministérielle sous-régionale a permis de revisiter le cadre juridico-médical de la résolution 6950 de l'Assemblée générale des Nations unies. Cette résolution porte sur les MGF, mutilations génitales féminines. La rencontre de Dakar a été un moment d'échange et de partage sur les violations des droits de la femme. Les consultations sectorielles ont porté sur ce qui pouvait être fait au niveau de chaque secteur pour assurer la mise en œuvre de cette résolution onusienne. Qu'est-ce qui est fait jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qui pourrait être fait différemment? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Et qu'est-ce qu'il faut introduire de nouveau? La troisième partie de cette conférence a porté sur la dimension multisectorielle. Cette fois-ci, tous les secteurs ont été regroupés et réorganisés en 3 catégories. La prévention, la réponse
et l'évaluation. Plusieurs ministres de la sous-région ont participé aux travaux qui visent l'éradication des MGF, un fléau des temps modernes, véritable phénomène social qui, pour mettre fin à cette pratique, nécessite la mobilisation des chefs religieux et coutumiers de la sous-région. Les mutilations génitales féminines n'ont aucun intérêt, aucun avantage, bien au contraire. C'est en tout cas un mal qui a des conséquences néfastes sur la santé maternelle et infantile à court terme, moyen terme et à long terme. Les pratiques culturelles, si nocives soient-elles, sécrètent les vecteurs de leur autoprotection entretenant leur reproduction. Aussi, les instruments de lutte sont constamment contournés. Il en découle assurément des défis exigeant une plus grande perspicacité dans le choix des stratégies. La déclaration de Dakar laisse apparaître des recommandations liées au renforcement du cadre juridique et législatif. Il est aussi question de la mise en œuvre des stratégies pratiques dans les domaines de la santé, du genre et de la coopération sectorielle. Le ministre de la Culture et de la Communication a présidé un comité régional de développement sur le projet de construction du mémorial Bateau le Joola, une vieille doléance des familles des victimes. La rencontre a été une occasion pour les participants de saluer cette volonté du gouvernement de réaliser ce mémorial. Compte rendu Salou Sek. Ce comité régional de développement revêt un caractère historique. Il a aussi une importance capitale pour les familles des victimes du bateau le Joola. Cette rencontre marque le point de départ de la réalisation du mémorial Bateau le Joola, une vieille doléance des parents des victimes. Il s'agit, comme vous le savez tous, d'une vieille, une très vieille mais légitime et importante doléance des familles, des victimes, mais aussi de tous les hommes de bonne volonté attachés au respect et à la préservation de la mémoire collective. C'est une vieille doléance, c'est vrai, 14 ans après, si on arrive à ce niveau, maintenant on est pressé de voir la pose de la première pierre pour arriver juste franchement au niveau réalisation et concrétisation. En tout cas, c'est une très vieille doléance et qui en fait va nous soulager encore. Parce que le devoir de mémoire, ce n'est pas pour les familles de victimes, mais c'est pour le Sénégal, c'est pour l'humanité. L'infrastructure sera réalisée par le cabinet Archi Design et Associés qui a remporté le concours d'architecture. Elle sera construite sur une superficie de 2 hectares, une infrastructure moderne et bien aménagée. À terme, elle va disposer d'un parc attractif. C'est un bâtiment de 3 niveaux, rez-de-chaussée, premier, deuxième, qui a une forme de bateau. Je crois que c'est ça l'idée innovante qui traduit de façon intense le naufrage qui s'est produit ici le 26 septembre 2002. C'est ce qu'on appelle un mémorial à la vie, hein, parce que ça nous permet de nous souvenir des milliers de victimes du Joola et également de sacraliser ce lieu qui sera un lieu de pèlerinage pour les familles de victimes, mais également c'est un lieu qui va nous servir aussi de centre de réflexion et de prospective. Cette rencontre a réuni les autorités administratives locales, les élus, les représentants des familles des victimes et durant 4 tours d'horloge, les participants ont échangé sur ce projet. Nous avons surtout voulu édifier en cela par les plus hautes autorités que le processus de réalisation de cette importante infrastructure symbolique ne soit pas entaché ni d'un déficit de concertation, ni par des attitudes de suspicion ou de défiance fondées sur une insuffisance dans le partage de l'information. C'est en ce sens que des procédures rigoureuses ont été mises en place. Un, pour sélectionner le projet qui doit être réalisé, à la suite de concertations multiples avec les principaux acteurs ici présents et au premier chef avec les familles des victimes.
Du côté des représentants des familles des victimes, ils ont apprécié la démarche participative et inclusive adoptée par le gouvernement. Si aujourd'hui le ministère de la Culture et de la Communication, qui a hérité le dossier de ses prédécesseurs, a dépoussiéré le dossier pour remettre ça sur la table, un rapport bien évidemment avec toutes les associations, les familles des victimes, pour voir quel est le meilleur format qu'il faudrait pour la réalisation de ce projet, en mettant en place ce qu'on appelle un comité et en lançant un concours, en mettant devant le président de l'ordre des architectes. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une satisfaction des familles. Un processus qui a associé tout le monde et a salué, parce que le bateau, la crise de ce bateau a souffert de méthodes participatives. Avant, les autorités républicaines sélectionnaient des gens avec qui travailler, alors que les gens ici, Dieu nous a déjà mis tous dans cette affaire, il fallait une méthode participative et inclusive. Et je crois que ce projet, ce que le projet vient de réussir avec le ministère de la Culture, donc le fait qu'on ouvre ça à tout le monde, à tous ceux qui peuvent être intéressés, je crois que déjà c'est un atout et ce qui fait que ça avance vraiment dans la communion parfaite que tout le monde souhaite. Le mémorial sera construit à côté du quai de pêche de Boudodi, sur les berges du fleuve Casamance. Je le disais en titre, ce vendredi 29 avril est célébrée la journée mondiale de la danse, une date choisie par l'UNESCO pour rendre hommage au chorégraphe français Georges Nobert. Occasion pour la rédaction de s'intéresser à la danse sénégalaise qui peine à s'exporter. Les acteurs préconisent la formation et la créativité. Déa a été à leur rencontre. Jeu de questions-réponses entre ces danseurs et ces joueurs de tam-tam. De la créativité, il en faut pour exprimer par le corps une idée, une émotion. C'est le travail de Patrick Acogny. Il a travaillé avec les stagiaires sur la transgression, sur le sabar, mais pas le sabar, ce qui se passe dans le cercle, mais plus ce qui se passe autour du cercle. Et l'autre partie, c'est la partie d'Alexandra Soutan, qui a voulu travailler sur les enfants de la rue. Mouvement coordonné, jambes élancées, la danse est un sport, mais un sport qui donne à voir. La danse, c'est comme un tableau d'art. Donc ça doit montrer beaucoup de choses par rapport à la lumière, par rapport à la création de la musique, par rapport à la chorégraphie, au costume et tout, c'est beaucoup de choses, c'est un tableau. Normalement une danse, quand tu la vois, tu peux en tirer beaucoup de choses. Méga très appréciée dans le monde, la danse sénégalaise est dans une courbe descendante et elle peine de plus en plus à s'exporter. L'offre en termes de qualité reste encore à perfectionner. Heureusement, des acteurs clés de ce secteur sont là pour attirer l'attention, à l'image de Germaine Acogny, honorée en cette journée mondiale de la danse. Il est important que les danseurs aient une formation multiple, vraiment multiple, et le résultat commence à se sentir. Son école a d'ailleurs égayé le public avec cette belle prestation, comme pour repousser les limites de la créativité. Formation, créativité, ce sont là les deux maîtres mots pour que ce secteur, focalisant de plus en plus de jeunes, puisse retrouver son lustre d'antan. Le ministère estime que la voie la plus indiquée et la voie la plus pérenne, c'est vraiment d'asseoir une bonne formation. Et c'est pour cette raison-là d'ailleurs que l'École nationale des arts, qui avait jusque-là assuré ce rôle-là, va muer en École nationale des arts et métiers de la culture. Mais au-delà des prestations contemporaines, la danse traditionnelle doit aussi faire un bond en avant parce qu'elle permet de faire rayonner la culture sénégalaise, une des ambitions du gouvernement qui a mis sur la table 300 millions de francs CFA pour soutenir l'industrie culturelle. Ainsi, on célébrait la journée mondiale de la danse 29 avril. Et nous ouvrons le chapitre consacré à la fête du 1er mai. À Kaolack, cette fête dédiée aux travailleurs se prépare activement. Les autorités s'organisent pour un bon déroulement de l'événement et la gestion des revendications. On fait le point avec Claire Diop.
Les préparatifs en vue de ce 1er mai, décrété Fête internationale du travail, vont bon train ici à Kaolack. Autorités comme acteurs sur le terrain s'organisent pour un bon déroulement de l'activité. Le jour J, les travailleurs vont défiler. Les revendications seront consignées dans un document appelé cahier de doléances. Celui-ci sera remis à l'autorité administrative. En amont, tout un travail de coordination est fait entre toutes les parties prenantes. Nous avons eu à tenir la réunion de partage du document de synthèse le 24 février. À l'issue de cette réunion, le gouverneur a mis en place 2 commissions parce que 2 secteurs étaient les plus concernés. Il s'agissait du secteur de la santé et de celui de l'éducation. Un arrêté a permis la mise en place de ces 2 commissions coordonnées par l'inspecteur du travail et de la sécurité sociale avec l'ensemble des acteurs concernés par les revendications sectorielles. Pour les syndicalistes, la démarche est salutaire. On est en train vraiment d'étudier de fond en comble le cahier de doléances des travailleurs. Et il y a des problèmes qui ont été réglés par le gouverneur et l'inspecteur du travail. Il y a d'autres points, mais vraiment on a de l'espoir. Parce que ce qui se passe cette année, ça n'a jamais passé au niveau de la région de Kaolack. Donc, raison pour laquelle on a de l'espoir. Concernant les doléances de l'année dernière, un suivi est fait. Même si des choses restent à faire, beaucoup sont les revendications satisfaites. Comme exemple patent, le volet santé à l'hôpital El Hadj Ibrahima Niass. Le directeur, comme vous l'avez vu, il est en plein chantier. Donc, il est en train de rénover à plein pied l'hôpital de Kaolack. C'est autant de chantiers, un bloc opératoire tout neuf. Nous avons également un laboratoire qui a été révolutionné, la radiographie et j'en passe. Donc un service d'accueil orientation, un service d'essai digne de ce nom. Mais cela reste encore à faire parce que quand on parle d'hôpital, c'est effectivement un personnel qualifié. Dans d'autres secteurs également, les préoccupations ont été bien prises en charge. En tant qu'autorité administrative, je considère qu'il y a une bonne prise en charge des doléances des travailleurs. Doléances exprimées ou consignées dans le cahier qu'ils ont eu à remettre à l'autorité administrative. Objectivement, je pense qu'il y a une bonne prise en charge des doléances des travailleurs au niveau de la région de Kaolack. En attendant le 1er mai, tout est sur la bonne voie. La fête sera mise à profit pour faire le point sur la situation du travailleur face à ses droits et devoirs. L'ambition est d'installer un climat social serein, de dialogue franc entre les employés et leurs employeurs. La finalité, mettre le travailleur dans des conditions optimales de travail pour de meilleurs résultats. Toujours dans le cadre de la fête du travail, on fait un focus sur l'institution de prévoyance retraite du Sénégal. Rebaptisée en 1975, l'IPRES s'occupe des travailleurs du privé et des agents de l'État non fonctionnaires. L'institution est aujourd'hui confrontée aux cotisations tardives des entreprises, ce qui compromet sa mission de solidarité intergénérationnelle. Zoom sur cette institution avec Ndeye Aïda Diar. Pour El Hadj Cheikh Mbaye, la préoccupation du jour est de s'atteler aux formalités pour toucher sa pension de retraite au plus vite. S'il est conscient de s'y être mis un peu tard, il sait que le retard dans le paiement de son dû est aussi ailleurs. C'est le patronat qui cotise tard, qui envoie tard les cotisations, mais pas les retraités, les acteurs, les retraités, parce qu'on utilise ça à la fin du mois. Dans ce cas-là, l'Institut de prévoyance retraite du Sénégal a des moyens d'action nécessaires pour le rétablir dans ses droits, suivant un processus parfois long. C'est pourquoi le contrôle doit commencer à la base. Quand on parle de retraite, les gens se disent on a le temps, dans 20 ans, 30 ans, d'aller voir ce qui se passe. Alors que c'est au moment où vous avez commencé à travailler qu'il faut suivre, c'est comme ce qu'on débute de vos salaires, puissiez au moins suivre, savoir si le montant qui a été prélevé a été versé à qui de droit. C'est dire donc que pour payer ses pensions de retraite et autres indemnités, l'IPRES fixe les cotisations à la source selon un barème pour les travailleurs et un autre pour les entreprises. 40% et les 60% des cotisations sont versées par l'employeur. Des barèmes de cotisation qui vont d'ailleurs être relevés prochainement. L'objectif est d'aller vers un paiement mensuel des indemnités de retraite. Vous comme moi qui sommes en train de travailler, nous sommes en train de cotiser pour des gens qui sont déjà partis à la retraite. Et cette chaîne continue, c'est une chaîne non seulement de solidarité, mais de solidarité intergénérationnelle qui est appelée
être pérenne. De la création de l'Institut de prévoyance retraite de l'Afrique occidentale IPRAO avant les indépendances à son remplacement par l'IPRES en 1975, que de chemin parcouru par cette organisation au service des travailleurs non fonctionnaires de l'État et du secteur privé. Objectif, faciliter la vie après la retraite et pour les travailleurs décédés, garantir leurs veuves et leurs orphelins. Et pour clore ce chapitre 1er mai de cette édition, on parle de chiffres. C'est un montant de 80 milliards de francs CFA que l'État a transféré en 2015 au titre des paiements de pensions de retraite. Pour un effectif de 65 000 travailleurs, le Fonds national de retraite paye mensuellement 6 milliards de francs CFA. Focus sur les missions et fonctionnements du FNR avec Amadou Aramtiam. En contrepartie des services qui lui sont rendus, l'État verse à ses agents un salaire mais également d'autres accessoires qui se déclinent sous forme de prestations. En l'occurrence, les imputations budgétaires, les prestations familiales et l'affiliation à un régime de retraite. Des imputations qui ont un coût. Les imputations budgétaires coûtent à l'État environ 14 à 15 milliards de francs CFA, les prestations familiales environ 5 milliards et l'affiliation au régime de retraite de l'IPRES et du Fonds national de retraite coûte à l'État environ 41,6 milliards. Des chiffres annuels, on aura donc compris que c'est un joli pactole que l'État met dans la protection sociale de ses agents. Aujourd'hui, ils ne sont pas moins de 65 000 pensionnés, c'est-à-dire les retraités eux-mêmes et leurs ayants cause à qui l'État verse chaque mois des prestations. Pour les pensions, c'est le directeur de la SOL qui procède à la liquidation des pensions et qui nous envoie tous les éléments liés à ces pensions, notamment les bordereaux de règlement, les bordereaux récapitulatifs des éléments de pension et les types de paiement chaque fin du mois. C'est-à-dire à partir du 24 souvent, on reçoit tous ces documents. Et dès qu'on les reçoit, il y a un travail de rapprochement que nous faisons pour voir est-ce que effectivement tous les types de paiement qui sont récapitulés dans les bordereaux sont transmis. Et après ce travail de contrôle, nous procédons au visa de ces titres pour les mettre en règlement. La retraite est une donnée fondamentale dans l'existence d'un travailleur. C'est conscient de cela que l'État a institué un régime de retraite obligatoire en prélevant des cotisations sociales sur les salaires de ses agents en sus de sa part contributive. Aujourd'hui, le coût de ces parts contributives est de l'ordre de 47 milliards, IPRES et Fonds national de retraite compris. Donc ce qui représente, en ce qui concerne le Fonds national de retraite, 23% de l'assiette de cotisation, étant entendu que l'agent, lui, ne prend en charge que 12% de la dite assiette. Donc à peu près, l'État cotise 2 fois plus que l'agent lui-même pour lui permettre d'avoir une retraite décente. Par virement ou par numéraire, l'État a mensualisé le paiement des pensions de ses agents. Globalement, c'est un peu plus de 6 milliards 600. Le montant total des pensions payées par l'État du Sénégal. Les pensions ne concernent pas tous les agents de l'État. Seuls sont bénéficiaires les fonctionnaires retraités, les pensionnés décédés, leurs héritiers ou ayant droit, les militaires, les gendarmes et les policiers invalides. Ces pensions sont payées par la pairie générale. Nous sommes venus prendre la pension que nous a laissée notre défunt mari. Nous remercions le bon Dieu. Vous savez,
Nous sommes dans un monde difficile, donc pour vivre en paix, nous nous suffisons de ce que nous avons. Nous souhaitons aussi que les pensions soient réévaluées. Ça nous aiderait beaucoup. Vraiment, gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi ñuy sant suñu borom kër yi ñu fi bàyyi lii daal. Nous ne faisons que remercier le bon Dieu et nos maris qui nous ont laissé cette pension. daal dañuy sant rek di gërëm bu ñu mënee yokkal tam baax na. Si on pouvait réviser les montants, ce serait mieux. C'est pourquoi nous lançons un appel solennel au président de la République pour qu'il nous vienne en aide et réévaluer les pensions. Par définition, la pension est alimentaire. Et puis, par moment, on a l'impression qu'il y a un problème parce que nous sommes payés sur la base de textes archaïques. Moi, par exemple, il y a des gens ici qui sont partis à la retraite au bout de 15 ans et qui en activité étaient à l'échelle 4 et qui sont payés autour du soldat. Rien qu'en 2015, l'État a transféré 80 milliards CFA au titre des pensions de retraite et de réversion aux ayants droit. Poursuivant la loi du progrès, le ministère de l'économie et des finances a engagé une étude actuarielle en vue de la réforme du Fonds national de retraite. Une réforme qui a pour objectif non seulement d'assurer l'équilibre et la pérennité du régime, mais également d'améliorer les pensions qui sont servies. Et ce soir, la rubrique métier nous présente le quotidien des revendeurs de pièces détachées de voitures dans un coin de Dakar, précisément au Crédit Foncier, communément appelé Difoncé. Le business de ces pièces date de près de 40 ans. Aujourd'hui, les vendeurs se plaignent des procédures et taxes douanières qui freinent leurs activités. Luce Bizza nous en dit plus dans ce reportage. Ce moteur est en train d'être testé. Le nouvel acquéreur veut se rassurer du bon état de la pièce de rechange. Nous sommes ici à Difoncé, un coin de Dakar très fréquenté par des mécaniciens, bref automobilistes. L'activité principale est la vente de pièces détachées. Ici, on vend les turbos, les plongeurs, les filtres à air et en même temps les vases d'eau. Il y a plus de 10 ans qu'on vend ça ici. On vend tout ce qui est pièces détachées. Tout ce qui est pièces détachées. Moteur, organes, carrosserie. Ici, des magasins sont bien fournis en stock. Dans ce milieu informel, la transaction se fait dans les règles de l'art. Dès que nous vendons un turbo, bien tu répares un turbo, on te fait une garantie. Si ça ne tombe pas, tu reviens, on te donne ton argent. Ouais, parce que nous ne voulons pas de problème. Nous ne voulons pas aller laisser notre travail, aller à la police, descendre, monter, descendre, ça. On te donne ton argent, tu pars, on part. Entre les clients et les revendeurs de pièces de rechange, c'est une histoire d'amour. Nos clients, nous les attachons. Parce qu'ils ont les voitures et ils tombent en panne. Il faut qu'on les aborde d'une façon tellement, tu sais là. Ouais. Le vœu de ces commerçants est de voir des voitures tomber en panne à tout moment. Plus il y a des pannes de voitures, mieux ils se portent. Oui, il faut qu'ils tombent en panne. Parce que s'ils ne tombent pas en panne, je ne vais pas avoir quelque chose à manger. C'est ça mon métier. Il faut qu'ils tombent en panne pour que je puisse manger, moi et ma famille. Ouais. Au passage, ils se vendent de leur expérience et de leur savoir-faire. Des années dans la vente des pièces de rechange, c'est plus qu'un métier pour eux. Alors mes amis me reconnaissent avec ça. Je travaille très excellent avec eux et j'ai mes clients partout. À l'époque, enfin ça marchait, le boulot ça marchait à 100%. Maintenant, ça ne marche plus. Pas de prix fixe pour toute pièce automobile. C'est juste un marchandage. Tu viens, on te donne un prix, on discute, si on est tombé d'accord, on te vend. Même pour les réparations, on discute, si on tombe sur le prix, on te répare et on te fait une garantie. Dur est le quotidien de ces revendeurs de pièces détachées pour automobiles. Dans cette promiscuité, pas besoin de diplôme pour exercer. C'est en forgeant qu'ils sont devenus forgerons. Moi, je l'ai appris dans un garage, là où Petersen marchait. Je travaillais sur les camions. C'est mon patron qui m'a appris à réparer. En 88, je faisais mon métier à la rue Félix Eboué pendant d'années. Donc c'est là que j'ai suivi le métier.
Dans cet environnement où on manipule plusieurs objets à la fois, les risques peuvent apparaître conséquents. Comme par exemple, tu tapes marteau, ça loupe, tu tapes sur tes mains. Oui. Quelquefois, tu prends un tournevis, tu dévisses, ça loupe, ça tombe sur tes mains. Le travail là, c'est un risque là. On ne peut pas prévenir. Parce que nous n'avons pas les matériels assez pour travailler là. C'est ça le problème. À ces risques viennent se greffer des difficultés. Il y a une mévente dans le marché. On ne peut plus écouler notre produit. Bon, pour plusieurs raisons. Il y a des raisons de dédouanement. Avant, on n'avait pas de problème de douane. Vous cherchez des pièces détachées automobiles, neuves ou occasions à Dakar pour remplacer celles défectueuses. Les revendeurs sont présents et en permanence un peu partout. Ces acteurs majeurs dans la distribution de pièces détachées pour automobiles et poids lourds travaillent dans un souci de satisfaire la clientèle et par ricochet subvenir à leurs besoins. Le dur quotidien des vendeurs de pièces détachées présenté dans la rubrique métier avec Louise Bizza. Les forêts aménagées permettent une gestion durable des ressources et constituent une source de revenus pour les populations de Tambacounda. Le directeur des forêts chez des eaux et forêts a pu mesurer leur impact lors de sa visite dans la zone. Baïdiba a aussi rappelé l'engagement de l'État à les accompagner avec le recrutement de 400 nouveaux agents forestiers pour combattre le trafic de bois, nous dit Abdoulaye Sinkare. C'est dans le massif de Neteboulou qui s'étend sur 10 000 hectares que le directeur des eaux et forêts a pu constater l'impact des aménagements. Ici, la parcelle 1 du bloc 5 s'est bien régénérée après 8 ans de repos. Les aménagements installent la forêt dans la durabilité et créent des ressources pour la communauté. La population, ils trouvent vraiment leur compte par rapport à l'exploitation. Aussi, bon, on a organisé de telle sorte que la commune aussi puisse gagner quelque chose. Vous savez qu'il y a une taxe qu'on dit redevance. C'est les 200 francs sur sac de charbon. Les 100 francs sont pour les structures gestionnaires qui est autour de la forêt, mais les autres 100 francs est versé au niveau de la commune. Après Neteboulou, cap sur Missira. Fini les exploitants qui font feu de tout bois. Aménagement, pare-feu, meule Casamance. L'heure est à la protection des ressources. Au niveau de la politique forestière, nous accordons une importance capitale aux aménagements. Une forêt aménagée doit conduire à satisfaire les besoins des populations, à générer des revenus, mais à rester encore une forêt. Parce que cette forêt-là, nous l'avons héritée de nos ancêtres, nous sommes en train d'en bénéficier, nous devons l'utiliser durablement pour que les générations futures puissent continuer à bénéficier de ces forêts. Du côté des eaux et forêts, un recrutement massif de 400 agents vient d'être opéré et des brigades créées dans les zones frontalières. Ces brigades sont opérationnelles, sont là. Vous allez à Kédougou, ou plutôt à Sédhiou, à Ziguinchor, à Tamba. Vous voyez maintenant, il y a des pôles de garde avec des agents techniques qui sont maintenant disposés maintenant à sillonner maintenant les frontières. Beidiba a rappelé l'intransigeance de l'État face au braconnage. Après le gouverneur, il a rendu visite aux Comzones et aux Comlégions pour magnifier la synergie des forces dans la lutte contre le trafic de bois. Après les démarches administratives et pédagogiques, nous nous intéressons ce soir au volet social du SGE. Le service de gestion des étudiants sénégalais à l'étranger accompagne les étudiants dans la recherche de logement. L'ADOMA, principal bailleur français de l'hébergement, octroie au SGE 500 logements à Paris comme dans les provinces. La politique sociale touche également les orphelins et les handicapés. Notre équipe y a rencontré un étudiant sénégalais blessé il y a 2 ans lors d'affrontements à l'UCAD. Envoyé spécial à Aboubakri Kane. Dans sa politique de gouvernance, le président Macky Sall accorde une importance capitale au volet social. Le service de gestion des étudiants sénégalais à l'étranger développe dans sa démarche une dimension hautement humaine. Nous y avons rencontré l'étudiant blessé le 17 décembre 2013 lors d'affrontements à l'UCAD. Il a bénéficié d'une prise en charge depuis Dakar avant son transfert sur Paris. Dès que je suis arrivé en France, ils ont essayé de trouver pour moi une université. C'est l'année d'après, en 2015, l'année dernière, qu'ils ont pu trouver pour moi une université. Et je me suis inscrit à cette université où j'ai validé mon année. Quand je suis arrivé ici, j'avais un visa de 3 mois. Et comme ma première pose prothèse devait se faire
après 6 mois après l'opération. Ils m'ont aidé à avoir une prolongation de séjour, suivi aussi d'un séjour pour pouvoir continuer mes études. Quand on a été saisi, nous sommes partis leur rendre visite et depuis lors, en termes de séjour, on a pris le dossier à bras le corps et on a réussi même à inscrire l'étudiant dans un institut précis.